Considérons un ensemble d'hommes et un ensemble de femmes, chaque individu ayant des préférences concernant les partenaires potentiels du sexe opposé. Si l'on apparie ce petit monde en couple, ces préférences peuvent conduire à des divorces spontanés, pouvant parfois s'enchaîner selon une dynamique singulière et révéler ainsi des structures mathématiques fascinantes. C'est le problème des mariages stables, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On a donc un ensemble d'hommes, un ensemble de femmes et le même nombre d'individus dans l'un ou l'autre des groupes. Réaliser ce qu'on appelle un appariement parfait, c'est former des couples hommes-femmes sans laisser de célibataires. On parle alors de mariage. Notez ici que le mot mariage est utilisé dans un sens technique. Il ne désigne pas un couple isolé, mais bien l'appariement de chaque homme avec chaque femme dans son ensemble. Gardez bien ceci en tête lorsqu'on utilisera ce terme de mariage dans la suite de cette vidéo. Comme on l'a dit, ces individus ont des préférences. Chaque homme a un ordre strict, c'est-à-dire sans égalité, sur l'ensemble des femmes, de la plus appréciée à la moins appréciée. Symétriquement, chaque femme a un ordre strict de préférence sur l'ensemble des hommes du groupe. Un concept important est celui des couples bloquants. Lorsqu'on a dans un mariage un homme et une femme qui se préfèrent mutuellement à leur partenaire actuel, on parle de couple bloquant. C'est une terminologie un peu étrange puisque ce couple aurait plutôt tendance à débloquer la dynamique en engendrant un divorce spontané. On peut le voir comme un couple qui empêche la stabilité du mariage. Vous l'aurez compris, on qualifie de mariage stable un mariage n'ayant pas de tel couple bloquant. On arrive à notre première question. Si l'on part d'un mariage quelconque et qu'on laisse des divorces spontanés se produire, c'est-à-dire qu'on laisse les couples bloquants se mettre ensemble et qu'on force les célibataires ainsi créés à se remettre en couple, est-on certain que cela va finir par s'arrêter et aboutir à un mariage stable ? De prime abord, il semble intuitif que oui. Lorsque ces divorces se produisent, menant à la formation de couples plus solides, on a l'impression que quelque chose progresse. C'est le mathématicien Donald Knuth qui a été le premier à se poser cette question et à y répondre, révélant que, comme à son habitude, la réalité mathématique n'a aucune raison d'être intuitive. Voici ce qu'il a construit, qui ne nécessite que 3 personnes et les matrices de préférence indiquées ici. Leur lecture est intuitive. Par exemple, la femme F3 considère que, du meilleur au moins bon, les hommes sont H1, H3, puis H2. À droite est représenté ce qu'on appelle le graphe des mariages. Chaque nœud correspond à un mariage, et on place un arc orienté entre 2 nœuds lorsqu'on peut passer de l'un à l'autre par l'action spontanée d'une paire bloquante, c'est-à-dire 2 personnes qui se préfèrent mutuellement à leur partenaire actuel. Si l'on part par exemple de cet appariement, on remarque que H1 et F2 se préfèrent à leur partenaire actuel. Ils vont donc se mettre en couple et l'on reforme une paire avec les 2 célibataires restants. On arrive alors à un nouvel état, et cette fois-ci ce sont H3 et F2 qui se préfèrent à leurs partenaires respectifs. En laissant la dynamique se dérouler, on constate qu'il est parfaitement possible que ces événements spontanés ramènent à la position de départ, ce qui se traduit par un cycle dans le graphe des mariages. Comme les choses peuvent tourner en boucle, on peut s'interroger sur l'existence de solutions dans tous les cas de figure. Cette question a trouvé une réponse en 1962 lorsque les mathématiciens David Gale et Lloyd Shapley ont démontré qu'il existe toujours au moins une solution stable, quelle que soit la configuration des préférences. Ils ont même fourni l'algorithme permettant de la calculer, aujourd'hui connu sous le nom d'algorithme de Gale-Shapley. Voici comment se déroule cette procédure. On considère les hommes célibataires dans un ordre quelconque, l'ordre n'a pas d'importance pour le résultat final. L'homme considéré se propose à la femme la plus haut placée dans sa liste et à qui il n'a pas encore fait de proposition. Si elle est célibataire, elle doit accepter. Si elle est déjà avec un autre homme mais préfère sa proposition actuelle, elle l'échange. Elle prend le nouveau et l'homme avec lequel elle était redevient célibataire. Si elle préfère son partenaire actuel à sa proposition, elle rejette le nouveau. On répète ce processus tant qu'il reste au moins un homme célibataire, chacun descendant au fur et à mesure dans sa liste de préférences. Ici j'invite les plus curieux d'entre vous à réfléchir pourquoi une telle procédure termine toujours et pourquoi lorsqu'elle termine c'est nécessairement sur un mariage stable. Vous aurez également noté que l'algorithme est asymétrique. Hommes et femmes ne jouent pas le même rôle et donc il existe un algorithme dual où on inverse les rôles et où ce sont les femmes qui proposent.
Ces deux algorithmes construisent deux solutions aux propriétés singulières. Lorsque les hommes proposent, la solution obtenue garantit qu'il n'existe aucun mariage stable où l'un d'entre eux aurait pu obtenir strictement mieux selon ses préférences. Symétriquement, lorsque ce sont les femmes qui proposent, elles obtiennent cette même garantie. Là où la solution est assez piquante, c'est que l'inverse est aussi vrai. La solution de l'algorithme où les hommes proposent garantit à chaque femme que, parmi tous les mariages stables, il n'en existe aucun où elles auraient pu avoir strictement moins bien. Et symétriquement pour l'algorithme où les femmes proposent. En d'autres termes, l'optimum des uns correspond toujours au pire cas pour les autres au sein des solutions stables. Il peut arriver que ces deux solutions coïncident. Dans ce cas, il n'existe qu'un seul mariage stable et hommes comme femmes y obtiennent à la fois le meilleur et le pire qu'ils pouvaient espérer parmi les mariages stables possibles, étant donné qu'il n'y en a qu'un seul. Revenons un instant à notre curiosité mathématique où les choses tournent en rond. Vous noterez que, d'après le graphe des mariages, les choses peuvent tourner en rond, mais elles ne sont pas contraintes de le faire. Si l'on se trouve par exemple sur ce mariage et que le premier couple bloquant à passer à l'action correspond à cette transition, on va aboutir à un mariage désormais stable. D'où la question réflexe de tout bon curieux, existe-t-il des matrices de préférence telles que non seulement les choses tournent en boucle, mais qu'elles soient en plus contraintes de le faire? Là encore, la réalité mathématique nous réserve une ironie particulièrement raffinée. C'est le mathématicien Akihisa Tamura qui, dans les années 90, a fourni le premier exemple de tels cas paradoxaux que Knuth avait conjecturé impossibles. Si l'on regarde le graphe des mariages engendrés par les matrices de préférence de son exemple, voici ce qu'on obtient. Ce que vous voyez ici est bien un seul et unique graphe, mais le premier élément qui saute aux yeux, c'est qu'il n'est pas connexe, pas d'un seul tenant. On remarque déjà 4 solutions stables dont, par définition, on ne peut pas sortir par divorce spontané, mais que l'on ne peut pas non plus atteindre à partir d'un autre mariage par ce mécanisme. Ici, un petit îlot de 4 mariages, dont un stable, les 3 autres pouvant y mener par divorce spontané. Et enfin, le plus frappant, cet immense purgatoire, un enchevêtrement complexe de mariages instables parfaitement isolés du reste. Aucun chemin de divorce spontané n'en sort. Pour chacun de ces mariages, il y a la garantie d'errer pour l'éternité de divorce en divorce dans cet enfer d'instabilité. Rassurez-vous, il est possible de faire disparaître ce genre de cas en relaxant très légèrement le problème. Dans la version qu'on a vue, les personnes délaissées étaient contraintes de se remettre immédiatement en couple. Ce que l'on peut faire, c'est autoriser un état intermédiaire où on les laisse célibataires, ce qu'on peut voir comme un appariement avec du vide. Dans cette version du problème, il faut donc ajouter aucun partenaire aux préférences de chaque individu. Ici par exemple, Alice préfère n'être avec personne qu'avec Bob, elle a probablement fini par s'enlacer. Avec cette modélisation, rien n'empêche que la même séquence d'événements se reproduise. Un couple bloquant peut s'unir, puis les délaissés peuvent se réapparier s'ils ont intérêt à le faire, en préférant être en couple avec n'importe qui plutôt que seul. Mais cela se déroule désormais en 2 étapes distinctes, et entre les deux, il est tout à fait possible qu'autre chose se produise. Cela rend la dynamique plus flexible, le graphe des mariages a davantage de chemins. Dans cette version, il existera toujours une séquence d'actions possibles menant à un mariage stable. Les choses peuvent encore tourner en boucle, mais il n'existe plus de matrice de préférence où elles sont contraintes de le faire. L'algorithme de Gale-Shapley nous fournissait 2 solutions extrêmes, mais plus tard, les travaux de Conway, Knuth, Irving et Leather ont permis de caractériser l'ensemble de toutes les solutions stables et de donner une méthode systématique pour les construire. Sans entrer dans les détails, on peut en dire quelques mots. Si vous partez d'une solution stable, on peut définir ce qu'on appelle des rotations. Ce sont des opérations qui, par une permutation de quelques individus, produisent une nouvelle solution stable. Parfois, il est nécessaire d'exécuter certaines rotations pour en faire apparaître une nouvelle. J'utiliserai ce code couleur pour schématiser ceci. En blanc, les rotations visibles non encore effectuées, en rouge, les rotations déjà effectuées. Pour un problème donné, on peut représenter ces relations entre rotations par un graphe orienté. Ici, les rotations visibles directement depuis la solution homme-optimale. À mesure que l'on effectue certaines d'entre elles, d'autres apparaissent. Par exemple, ici, R3 devient possible une fois que R1 et R2 ont été effectués. Une fois cette structure représentée dans son intégralité, l'espace des solutions devient transparent.
Chaque sous-ensemble de rotation appliqué à la solution homo-optimale donne une nouvelle solution stable, à condition bien sûr d'inclure les rotations parentes nécessaires à l'apparition de celles que l'on utilise. L'ensemble vide, c'est-à-dire choisir de n'appliquer aucune rotation depuis la solution homo-optimale, donne évidemment la solution homo-optimale. Mais on peut construire ici 7 autres solutions stables. Toujours en appliquant depuis la solution homo-optimale, soit R1 seul, soit R2 seul, soit R1 R2, R1 R2 R3, R1 R2 R3 R4, R1 R2 R3 R5, ou finalement choisir d'appliquer les 5 rotations, ce qui aboutira à la solution femme optimale. On peut remarquer l'existence de cas extrêmes où un grand nombre de rotations seraient visibles dès la position de départ, donnant ainsi 2 puissance k solutions possibles selon que l'on choisit ou non d'effectuer chacune de ces rotations indépendantes pour construire notre solution stable depuis la solution homo-optimale. Cela montre qu'il existe des instances où le nombre de solutions stables est exponentiel. Parmi les curiosités fascinantes que l'on peut évoquer autour de ce problème, il y a le théorème de Roth. Lorsque vous disposez d'un mécanisme permettant de construire un mariage stable à partir de matrices de préférence, ce mécanisme est nécessairement manipulable. Par mécanisme, on entend la procédure, par exemple une des deux de Gale-Shapley dans le sens homme ou dans le sens femme. Ce que Roth démontre, c'est que pour tout mécanisme donné, il existe toujours au moins un ensemble de préférences dans lequel un agent a intérêt à mentir sur ses préférences pour obtenir strictement mieux que ce qu'il aurait obtenu s'il avait été honnête. Un autre résultat de Roth est une généralisation du problème initial connu sous le nom de Rural Hospitals Theorem. Pour les détails de cette généralisation, je laisse les plus curieux explorer la littérature, mais ce qui est particulièrement ironique, c'est la conséquence de ce théorème dans la version qu'on a évoquée, où le célibat est possible et fait partie des préférences individuelles. Ce que Roth a montré, c'est que parmi toutes les solutions stables possibles pour un ensemble de préférences données, l'ensemble des célibataires est toujours le même. Autrement dit, si dans une solution stable vous êtes célibataire, vous le serez aussi dans n'importe quelle autre solution stable. Une dernière curiosité fascinante est le problème des colocataires, également introduit par Gale et Shapley. Ici, on cherche toujours à apparier 2 à 2 un nombre d'individus pairs, mais il n'y a plus de distinction homme-femme, et chacun possède une liste de préférences strictes sur tous les autres. La subtilité de cette version est qu'il n'y a plus de garantie de stabilité. Certaines configurations de préférence aboutissent à une succession sans fin de couples de colocataires qui se séparent puis se reforment, chaque paire bloquante venant rompre l'appariement en place. L'algorithme permettant de décider s'il existe une solution stable et de la construire le cas échéant a été donné plus tard par Robert Irving. Cet épisode est maintenant terminé, la chaîne vient de passer ses 90 000 abonnés, un grand merci à vous tous. C'est désormais la dernière ligne droite vers le palier symbolique des 100 000. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, il y a bien sûr Tipeee, mais surtout n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent aux personnes à qui ils peuvent plaire.